Je suis Valentina Wapnarski. Je suis directeur de recherche au CNRS et directrice d'études aussi à l'École pratique des hautes études. Et je suis spécialiste en anthropologie linguistique. Et je travaille surtout sur des populations mayas actuelles au Guatemala et plus particulièrement au Mexique. Bien, alors du coup, tu vois, moi j'interroge toujours des hispanistes avec un parcours d'hispaniste classique, banal et tout ça. Là, on va avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais commençons par le commencement. Donne-moi le titre de ta thèse, dis-moi en quelle année tu l'as soutenue, dans quelle université, sous la direction de qui? Alors, ma thèse s'intitulait Conception et expression de la temporalité chez les Mayas yucatèques, Quintana Roo, qui est l'État Mexique. Je l'ai soutenue à l'Université de Nanterre en 1999 sous la direction d'Aurore Monod-Béclin. Ou alors, d'où te vient cette passion pour les Mayas? D'abord, c'est une passion pour l'ethnolinguistique, avant d'être une passion pour les Mayas, donc qui m'a un peu envoûtée, je pense, dès la deuxième année d'université. En fait, j'étais à Nanterre, je suivais un cursus qui était pluridisciplinaire en sciences sociales, où j'avais histoire, philo, sociologie et linguistique, pour commencer. Ce qui m'intéressait, c'était un peu les sciences humaines autour du langage. Et ensuite, à l'époque, il n'y avait pas d'ethnologie en première année à l'université. C'est un diplôme qui a été créé plus tard, donc on faisait ethnologie un peu plus tard. Donc j'ai fait un doc de sociolinguistique, ensuite une double licence d'ethnologie et linguistique, et j'étais vraiment voilà, sur cette thématique. Il se trouvait que la spécialiste à Nanterre, c'était Aurore Monod-Béclin, déjà, qui, elle, travaillait à la fois en Amazonie, chez les Troumailles, et chez les Mayas. Donc là, il y avait déjà un point de référence. Moi, j'étais intéressée par l'Amérique latine parce que je suis d'origine argentine, mais j'hésitais encore entre voilà, le nord de l'Argentine, où il y a des populations autochtones, et le Mexique, les Mayas, où j'avais voyagé, en fait, un peu par hasard, mais durant les premières années d'études à la fac, j'ai fait un voyage au Guatemala, au Mexique, et donc j'étais déjà attrapée un peu par cette population. Voilà. Et ensuite, j'ai eu le grand privilège d'être intégrée à un projet de recherche au Guatemala, chez les Mayas, juste après ma licence, en fait, pendant que je euh, et donc de faire mon premier terrain, en général, des terrains longs qu'on fait pendant la thèse, je l'ai fait dès en fait, la maîtrise presque enfin, à ce moment-là. Et voilà, j'étais embarquée. Tu te le rappelles, tu te le rappelles, ce terrain? Ah oui, oui, bien sûr. Euh, C'est opéré une espèce de cristallisation amoureuse, tu t'es dit, décidément, c'est ça. Je ne sais pas si amoureuse, mais j'étais prise par ce qui fait un peu la vraie chair du travail d'ethnologue, c'est justement le dépaysement. Enfin, en tout cas, à l'époque, maintenant, il y a beaucoup d'ethnologie du proche, Mm. mais je suis encore dans une génération, et j'espère que c'est une tendance qui va quand même pas disparaître de l'ethnologie du lointain, enfin, un peu ce qui a fondé l'ethnologie à ses débuts. Donc, d'aller s'immerger dans un autre qu'on ne connaît absolument pas. Et voilà, de trouver des repères, de se reconstruire et voilà, d'essayer de comprendre tout ce qu'a priori on ne comprend pas et d'avoir cette distance en fait entre culture, expérience qui fait qu'on voit les choses autrement. Donc oui, effectivement, j'ai pu faire ça de plein et j'étais donc intégrée dans ce projet de recherche juste après ma licence et je suis partie un an vivre au Guatemala dans un village maya. Et j'étais en même temps intégrée dans un projet de recherche, donc ça m'a donné à la fois l'opportunité de faire un vrai terrain, puis c'est moi qui restais en fait le plus longtemps sur le terrain, mais aussi de travailler, d'échanger, d'avoir les conseils en fait de chercheurs dans une dynamique de recherche. Donc c'est vrai que ça a été voilà, quelque chose qui m'a beaucoup construite, même si ensuite j'ai un peu dévié sur les approches. Mais par exemple, toute ma formation, une grande partie de ma formation linguistique, je l'ai faite à ce moment-là parce qu'il y avait une collègue
devenue une amie qui était linguiste elle-même, déjà confirmée. Et en fait, j'ai un peu appris avec elle en travaillant ensemble. Après, c'était un projet qui était plus anthropologie cognitive, donc j'ai passé des protocoles. Il y avait d'autres types, il y avait différentes approches en fait qui se mélangeaient. C'est vrai que ça a été un bon mini laboratoire pour moi d'apprentissage. Tu étais à la Mm. convergence de deux champs, donc deux Mm. champs Oui, et les apprentissages qui vont avec. oui, c'est ça. Bon, Donc, l'avantage, c'est qu'en étant sur le terrain, c'était pratique. J'imagine que ça faisait beaucoup plus vite sens pour toi, parce que les enseignements théoriques. oui, ça faisait sens. Et puis après, il y avait tout le sens qu'on donne à l'expérience, une expérience de vie dans un village maya où on essaye. Il y avait tout un travail à la fois sur la langue et en anthropologie, les deux en écologie. C'est une langue qui était dans une situation, enfin, de danger très fort, enfin, c'est une langue qui n'est quasiment plus parlée, qui était déjà très peu parlée. Donc, c'était un travail un petit peu particulier plutôt de descriptif et Ouais. d'analyse et beaucoup de. J'étais un peu obligée de faire parler les gens d'une certaine façon, de créer des contextes d'énonciation où les gens devaient, enfin, pas devaient, pour qu'ils puissent parler une langue qui avait été fortement réprimée, donc qui n'était quasiment plus parlée que par les anciens. Donc, c'était très émouvant et ça l'a été encore beaucoup. C'était voilà, c'est une situation particulière de celle qui ont fait ce qu'on appelle la documentation linguistique, qui n'était pas vraiment ce qui m'attirait. C'est pour ça que j'ai changé aussi, j'en parlerai peut-être après, de thème et de lieu pour la suite, pour le doctorat. Mais en même temps, on se sentait très utile et on sentait que même une personne à ce moment-là, un intérêt particulier pouvait aussi changer les regards et contribuer à- au- à la grande, ce qu'on appelle la revitalisation linguistique. Ça passe aussi par des expériences et des intérêts très personnels. Donc le fait qu'il y ait des étrangers qui s'intéressent à ces langues, ça comptait. Et alors, techniquement, le mémoire, bon, je suppose le mémoire de M1, enfin, l'équipe, ce que de Oui, notre temps, à nous, ça s'appelait une oui, maîtrise et un exactement. DEA. Oui, Ça prenait exactement. quelle forme d'un lexique commenté, de... Non, j'avais fait un travail sur les classificateurs numéraux, un travail d'analyse. Ce sont des langues mayas, sont des langues ce qu'on appelle un classificateur, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on dénombre quelque chose, ou même quand on utilise un article indéfini, on a besoin d'utiliser un classificateur. Ça peut être végétal, animal, qui aussi, c'est sur des configurations spatiales, si c'est rond, si c'est allongé, si c'est droit. Et puis, il y a en fait, c'est un vaste panel de classificateurs et mon travail avait été un travail plutôt d'analyse sémantique, en fait, et un peu énonciatif de ces classificateurs. Euh, ça allait dans le sens qui va être important ensuite pour ma thèse où moi, j'aimais la grammaire. Moi, j'aimais l'ethnologie, mais j'ai toujours aimé aussi la grammaire. Enfin, la syntaxe, ça m'intéresse, ça m'amusait. Enfin, il y a un côté ludique qui m'intéresse de découvrir des systèmes, de comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, avec un ancrage très euh, social de la langue, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est comme ça que va se construire ma thèse ensuite, c'est vraiment le lien entre euh, des systèmes linguistiques qui se solidifient pour en venir à se grammaticaliser et les pratiques énonciatives et discursives. En fait, c'est cette tension. Et sur ce terrain, j'avais donc approché beaucoup c'était plutôt une description de la langue. Donc, on faisait un dictionnaire aussi. Et puis, il y avait la question de, bon, évidemment, toute la tradition orale. Comprendre aussi le fonctionnement grammatical, mais j'étais dans un contexte d'une langue qui se parlait quasiment plus. Oui. Donc j'étais très frustrée. Bon, c'est une frustration partagée par les locuteurs, mais aussi très frustrée d'un point de vue épistémique, puisque ce qui m'intéressait, c'est de comprendre justement l'articulation entre des systèmes plus formels et leur usage. C'est pour ça qu'ensuite, pour la thèse, j'ai décidé d'aller dans une région qui était. Enfin, ça correspondait à un autre pays, mais c'était pas très loin. C'était 500 kilomètres et culturellement, c'était quand même un ensemble. Mais je suis allée au Mexique, dans une région où la langue était très, très vivante, une langue qui n'était pas la même, mais qui était proche.
et qui était vraiment la langue du quotidien, du quotidien. Donc, voilà, pour travailler Donc c'est sur ça d'autres qui, thèmes, mais surtout pour travailler sur une langue qui se parlait. voilà, où Ouais. tu peux avoir l'étape qui te manquait dans le DEA, enfin maîtrise DEA. Donc c'est ça Ouais. qui a fait le basculement. Alors justement, parle-nous de ton sujet de thèse. Euh, donc, voilà, pour le sujet de thèse, j'ai pris le thème de la temporalité, du temps. Je me souviens plus très bien comment j'en suis arrivée là. À l'époque, on travaillait beaucoup sur l'espace plutôt. Donc ça, c'était sans doute une des réactions pour avoir un regard complémentaire. Et puis, il y avait d'autres éléments, à la fois linguistiques, puisque les langues mayas sont des langues qui ont des systèmes aspectuels très complexes, voilà, très élaborés. Donc, il y avait vraiment matière du point de vue de l'articulation, lexique, grammaire aussi à voir. C'est des langues qui spécifient beaucoup toutes les configurations internes de l'action, sans cesse, dans quelle phase du processus on est. Quand on parle, c'est très, très détaillé. Donc, c'est vraiment une matière qui est importante pour les locuteurs et qui est riche dans la langue. Donc, ça, c'est intéressant. Et de l'autre côté, d'un point de vue plus social, culturel, historique, j'avais choisi de travailler dans une région qui est assez particulière puisque ils vivent encore, les descendants d'une grande rébellion en fait qui a eu lieu au 19e siècle dans cette région maya, dans la péninsule du Yucatan. Ils se sont installés à l'est de la péninsule. Ils ont créé des Mayas rebelles avaient créé une société autonome, enfin un nouveau gouvernement qui d'ailleurs a combattu contre l'État mexicain ou les forces yucatèques pendant plusieurs décennies, jusqu'au début du XXe. Et donc, ils avaient une histoire très particulière. Et moi, j'étais aussi intéressée à la façon dont cette histoire était construite discursivement, en fait. Donc, la construction discursive de l'histoire, là. Euh, Comment on construit l'histoire orale, qui est une historiographie, en fait, orale. Une, une historiographie orale, c'est un peu paradoxal comme terme, mais en tout cas, la construction. Et donc, j'articulais dans ma thèse, et donc, mon hypothèse, en fait, une de mes hypothèses, c'était que cette construction narrative de l'histoire, elle passe aussi par des choix linguistiques typifiés et notamment aussi des choix qui ont à voir avec les formes temporelles, grammaticales aussi qu'on va utiliser et qui vont se spécialiser et qui vont aussi donner une structure à des événements, imprégner la mémoire et donc contribuer à la façon dont les événements sont conceptualisés puis transmis. Donc c'était un peu l'hypothèse de départ et c'est autour de ça que j'ai travaillé, disons. C'est pour ça c'est une des raisons aussi du choix de la temporalité, c'était ce qui m'intéressait, c'était la construction de la mémoire collective, en fait, dans des groupes plutôt de tradition orale, même si les Mayas ont une tradition écrite, mais qui à ce moment-là fonctionnait différemment. Voilà. Et je pense qu'aussi j'étais marquée par le fait qu'au Guatemala, bon, il y a une période de violence très génocide, en fait, maintenant, je te disais, juste avant que je n'y travaille, enfin, dans les années 80, très forte. Donc, bon, moi, choisi, pour différentes raisons, de ne pas travailler là-dessus directement, mais je crois qu'en allant voir, mais en même temps, j'avais une interrogation sur la façon dont ces personnes qui avaient vécu cette histoire extrêmement violente aussi allaient se la remémorer et l'intégrer à leur histoire collective. Et donc là, je faisais un peu ce travail-là, mais avec des populations qui avaient déjà beaucoup de recul. Et donc, c'était un peu le faire un siècle après, en fait. Voilà, donc Alors, c'est un petit peu autour pour de des ça que je tourne. néophytes, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, par exemple, d'appréhension du temps? Tu vois, bon, Mm. nous, on a le plus que parfait, le passé simple, Ouais, ouais. imparfait, passé composé, présent, futur. En gros, ça schématise comment? Alors justement, il n'y a pas, dans les langues mayas en général, il n'y a pas le temps au sens de tense en anglais, qui est grammaticalisé, donc l'inscription de présent, passé, futur, ce n'est pas quelque chose qui est grammaticalisé.
on va bien sûr pouvoir l'indiquer par des adverbes, par toutes sortes de choses si on veut dans l'énoncé, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, la structure verbale, enfin le verbe, il est marqué obligatoirement par des formes qu'on appelle aspectuelles, qui vont en fait donner des indications sur la configuration interne du procès, indépendamment de sa localisation sur un axe passé-futur. Donc, la grande différence, c'est entre accompli et inaccompli, puisque je vois un processus en train de se dérouler ou déjà voilà, clos, comme un événement fermé. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de spécifications. Est-ce qu'on est en train de commencer? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Est-ce que c'est en train de se terminer? À quelle phase? Quel type de terminaison? Est-ce que c'est télique, atélique? Est-ce que c'est un événement qui est itératif? Quel type d'itération? Et ensuite, dans le futur, c'est plutôt exprimé par des formes modales, mais il y en a une grande variété et qui sont, donc il y a des positions dans le verbe où on a des éléments à la fois très grammaticalisés, d'autres qui sont plutôt en cours de grammaticalisation, d'autres plutôt lexicales. Donc c'est un lieu du système de la langue qui est très productif. Voilà. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments. Donc c'est un peu ça. Et pour prendre un exemple dans ma thèse de ce que j'analysais, par exemple, euh, euh, j'avais des discours mytho-historiques. J'appelle mytho-historique parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, c'était que la migration, puisque ces Mayas qui s'étaient implantés dans cette région avaient migré en fait pour se réfugier dans une zone qui était hors du pouvoir colonial ou post-colonial, enfin, de ce qu'il en restait à l'époque. Et, et donc, les gens ne parlaient pas du tout de cette migration comme une migration. En revanche, il y a des discours qu'on aurait qualifiés de mythiques qui décrivaient cette migration, mais sous la figure d'une figure christique avec ses apôtres qui fondaient les centres cérémoniels, etc. Et donc, dans ce parcours aussi, l'expression de ce parcours, il était fait d'une alternance entre forme accomplie, inaccomplie, qui était très structurante dans le récit. Et aussi, à chaque halte, il y avait une parole prédictive, en fait prophétique, de la divinité de différents types, soit sur sur des cultures euh, qui allaient croître très rapidement, soit sur des saints qui seraient des saints absolument essentiels parce que il y a toute une histoire de croix parlante dans la région. Enfin bon, Et donc, il y avait une sorte de jeu très structurel aussi dans les mémoires entre des types d'événements qui étaient construits comme des événements accomplis, le parcours qui était inaccompli, donc qui durait, qui marquait avec action, les événements qui étaient exprimés avec une forme de futur prophétique, dont voilà, un de mes apports, je crois, de la thèse, ça a été de découvrir qu'il y avait cette forme grammaticale de futur prophétique qui était une forme de prospectif, en fait, qui s'était grammaticalisé, solidifié, spécifiquement pour l'énonciation des prophéties dans un contexte socio-historique où justement les prophéties avaient connu une revitalisation suite à cette installation et cette création nouvelle société. Donc il y avait voilà, une articulation entre des événements socio-historiques, des façons de raconter et une grammaire qui est vivante puisqu'elle est marquée aussi de ça. C'est ça qui m'intéressait. Et Voilà. dans cette grammaire, c'est nous qui raconte? Dans la mémoire historique, Oui, non, parce que, enfin, dans ce cas-là, non, ça dépend de quoi on parle. Mais dans la question de la migration, justement, ce qui est intéressant, c'était que c'était plus du tout nous. Ça a été euh, intégré ou transformé dans un récit divin, en fait, d'une d'accord. divinité. Voilà. En revanche, il y a tout un ensemble de récits qui sont nous ou nos aïeux très présents, mais qui racontent surtout la souffrance endurée. En fait, il y avait une dissociation, c'était aussi des résultats, une dissociation mémorielle entre la migration qui construit vraiment
le territoire et donc il construit aussi en fait une nouvelle ère historique, puisque les Mayas, et ça c'est quelque chose qui est inscrit dans un temps beaucoup plus long, conçoivent le temps long d'une série d'humanités successives qui naissent et qui disparaissent. Donc le monde reste, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin des humanités. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et cette migration et cette installation dans un nouveau territoire, elle a été conceptualisée en fait comme le début d'une nouvelle humanité. Et le début d'une nouvelle humanité passe aussi par un parcours définitoire qui délimite l'espace et qui construit en même temps un nouveau temps. Donc c'est ça, c'était ça l'enjeu de ce récit, de cette mythopoïèse en fait. Ensuite, à part ça, il y a beaucoup de mémoires, et là, exprimées sous la forme d'un nous, comme tu dis, d'un nous, sur la souffrance endurée durant toute cette époque, jusqu'à aujourd'hui, les famines, voilà, vivre dans la forêt sans rien. Et ensuite, également, tout ce qui concerne en fait la construction, à la fois la guerre et la construction d'un nouveau discours religieux où les prophéties étaient très importantes, et avec les relations aussi d'alliance avec le gouvernement mexicain. Enfin, toute une histoire en fait de guerre et d'alliance qui s'est construite et là qui s'exprimait plutôt enfin, dans une sorte de présent plus continu, disons. Et alors, dans ces récits-là, précisément, ça existe? Euh, Ça existe comme témoin. Ok. Ou, enfin, c'est comme témoin, par exemple, je parlais des croix parlantes, il y avait des cérémonies jusqu'à... Bon, c'est tout. Bon, après, on parlera peut-être du secret ensuite, c'est un point aussi important de la thèse, mais il y a des cérémonies où des croix, qu'ils appellent des saints, parlaient et exprimaient, ou bien avaient laissé des lettres, et donc des personnes qui avaient le don de lecture de ces lettres lisaient des lettres ou qui transcrivaient en fait des énonciations divines. Mhm. Et donc, il y avait le jeu de personnes qui avaient assisté à ces lectures et qui me remémoraient. Moi, j'ai fait un travail aussi un peu de comparaison entre la mémoire qu'avaient les personnes de ces lectures et ce que je supposais être le texte, pour voir comment il s'était transformé dans les mémoires. Ouais. Voilà, il y avait ce jeu-là. Ensuite, c'était plutôt des jeux de discours rapportés, c'est-à-dire j'ai entendu ma marraine, ma grand-mère qui m'a raconté qu'elle avait souffert, etc. Donc là, il y a un lien quand même dans l'énonciation d'une histoire relativement récente. C'est ça qui m'intéressait en fait sur ce terrain-là, c'est que c'est voilà, un siècle et demi, ou même, disons, un siècle, c'était pas énorme, c'est 6, 7 générations. Bon, là, bah, ça va un peu plus vite les générations, mais c'était quand même un nombre de générations où on peut avoir une continuité de parole, en fait. Ouais. Mm. Alors, celui qui parle, que ce soit nous, Mm. je ou les prophéties, etc., il y a est-ce que c'est, entre guillemets, hein, juste un témoignage avec une espèce d'écriture collective, ou est-ce que tu as une forme doctorialité dans quand on te rapporte ces récits? Mm. Alors, je ne parlerai pas doctorialité parce que on est dans une situation très différente. En revanche, on rapporte une parole rapportée et on insiste sur le fait, sur le vécu Mm, de la, sur un vécu mm, mm. de cette expérience, pour certaines expériences, comme je disais, surtout des expériences voilà, de changement social très fort, de souffrance, c'était très émotionnel aussi, tout ce qui est les savoirs à connaître en cas de disette, de famine, de perte dans la forêt, voilà, des choses qui sont un peu de survie. Et la guerre qui est vraiment quelque chose qu'ils ont, enfin, ils ont été en guerre en fait contre les forces yucatèques, donc ils appellent ça enfin, c'est la guerre, hein, c'est comme ça. Et ça, il y avait vraiment, on dit les grands-parents qui ont vu la guerre, enfin, vu, voir, enfin, le terme
bon, c'est voir quelque chose en maya, mais c'est aussi le sens de faire l'expérience de. Donc, Vivre. donc ça, c'est très important à voir. Voilà. Eux, ils avaient les locuteurs avec qui je parlais, même à ma thèse. Donc, j'ai fait mon terrain de thèse à partir de 94. Donc, ils n'avaient pas vu la guerre, ils n'avaient pas vu, mais ils avaient encore des grands-parents dont ils avaient fait l'expérience. Donc, c'est ça qui est important plus que l'octorialité. Mm. Après, l'octorialité, elle était importante par rapport à l'énonciation des prophéties qui sont rapportées à une voix divine. Mais c'est une notoriété divine, c'est pas une notoriété de personne, enfin, de gens du commun. Et alors, du coup, si tu devais dire quelle est la thèse de ta thèse, ça prendrait quelle forme? Qu'est-ce que tu as voulu démontrer dans ce travail? Ou qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé? Euh, ouais, c'est une bonne question. Alors, j'ai voulu justement travailler, enfin, je ne sais pas si prouver, en tout cas, essayer d'explorer et de démontrer sur des petits lieux cette articulation entre un système linguistique d'expression de la temporalité Voilà. et des formes d'usage typifiées de ce système, hein, et de montrer donc que la grammaire n'est pas qu'un système abstrait, Voilà, ça, oui. mais qu'elle est formée par des pratiques discursives et que ces pratiques discursives s'agencent dans des systèmes complexes aussi, par des genres, par des sous-genres, donc, et donc d'essayer de comprendre cette articulation à partir de l'histoire de cette guerre, donc qui était un peu mon. Et je pense que c'est ça, et je pense l'avoir démontré, notamment à partir de cette question du futur prophétique dont je parlais, dont j'ai montré comment euh, c'est une forme alors, de prospectif, Oui, donc pas futur, mais voilà, on se projette dans l'avant, bah, ça peut être une prospective dans le passé ou dans le présent, c'est pas forcément dans le futur. C'est une forme très générale de prospectif. Parce que l'avantage des langues mayas, c'est que, enfin, par rapport à d'autres langues amérindiennes, pardon, amazoniennes, c'est c'est un avantage un peu triste parce qu'ils ont été colonisés de façon très violente depuis très tôt. Mais on a du coup des témoignages de la langue, des descriptions de la langue depuis le début de la conquête. Donc, ça fait 5 siècles qu'on a des témoignages. Donc, on peut aussi un petit peu comparer, même si des témoignages très parcellaires, puisque c'est la vision des franciscains, là, pour le coup. Donc, mais il y a quand même aussi des écrits. Les Mayas se sont emparés très vite de l'écriture romane, et donc il y a aussi des écrits mayas. Donc, on a quand même un corpus pour comprendre le système linguistique depuis 5 siècles. oui. Donc, j'ai pu démontrer qu'une forme de prospective très générale en était venue à se transformer en un futur prophétique très précis, et que ce mouvement-là euh, était vraiment lié à des changements socio-historiques et la revitalisation de prophéties, etc. Donc ça, pour moi, c'était, par exemple, si parler de démonstration, c'était une des démonstrations Mm. qui, qui allait dans ce sens-là d'insister sur le lien, sur cette grammaire vivante, très énonciative, et sur l'importance, de l'autre côté, de prendre en compte la grammaire pour comprendre les discours. Et oui, Ce du qui, coup, voilà, chez les anthropologues, enfin, sauf la grammaire, on n'aime pas en général, enfin les gens n'aiment pas la grammaire. Alors, s'il n'y a que les linguistes comme la grammaire, je ne sais pas si en littérature on aime la grammaire, mais en tout cas en anthropologie, enfin voilà, les gens n'aiment pas ça. Et donc moi, je voulais, c'était un petit peu mon point, de dire que c'est pas asémantique du tout. Moi, j'ai fait ouais, pour la petite histoire, une des choses dont je me souviens du début de la thèse, quand je cherchais un thème, je ne savais pas trop en fait. Et j'avais pensé aux figures du parallélisme, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans les langues mayas, très, très important dans les discours rituels, dans la rhétorique. Mais je ne savais pas trop, et j'avais vu celle qui deviendrait ma directrice de thèse, Aurore Monebeu-Klein, et elle m'avait demandé, je sais pas, réfléchissez, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez les histoires ou la grammaire? mais Et moi, j'étais restée un peu surprise, et j'avais dit la grammaire.
Et c'est pas que j'aimais pas les histoires, j'adore les histoires. Mais voilà, c'est un truc qui m'était resté là, je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, c'était un peu aussi pour réhabiliter, en fait, euh, une analyse voilà, plus linguistique Mm. pour comprendre même des phénomènes ethnologiques. Ouais. Et j'ai fait donc pour la thèse, j'étais associée au laboratoire d'ethnolinguistique amérindienne qui était créé par Bernard Potier. Donc j'étais vraiment dans cette, voilà, dans cette tradition. J'étais un petit peu élevée au berceau par cette idée d'une grammaire sémantique, en fait, de la sémantique de la grammaire. Mm. Bien. Mais Alors, à laquelle j'ai ajouté un versant très pragmatique, parce que j'avais une approche très pragmatique. oui, bah C'était oui, ouais. le terrain, oui, puis on comprend bien, quoi. C'est pas la Mm. grammaire pour la grammaire, c'est la grammaire comme Ouais. outil pour aller Ouais. comprendre des phénomènes, oui, bien sûr. Mm. Alors, j'ai une dernière petite question sur ce volet. Dans ces récits-là, toujours ce pareil autour de la guerre, hein, ta Mm. fameuse guerre là, est-ce que tu as une espèce d'hybride, là je vais aller sur le côté sémantique, est-ce que tu as une espèce d'hybridation avec, tu sais, moi je réfléchis en hispanisme avec l'agglomération, tu vois, une machine, une broyeuse l'espagnol, ça prend n'importe quel mot étranger et pop, pop, Mm. pop, ça te fait un mot espagnol, hein, Mm. le whisky, enfin Ah tout, ouais, bien sûr. le Mm. chequear, Ouais, etc. ouais. Donc, est-ce que se produit ce même phénomène dans les langues que tu as travaillées pour cet événement? Oui. Ah, euh, bah, de façon générale, oui. Le maya a beaucoup emprunté à D'accord. l'espagnol, Voilà. euh, du point de vue lexical, Un mais exemple aussi. là, pour nous amuser, un mot espagnol qui est devenu un mot maya? Non, je ne sais pas si pour vous amuser, mais rien que le terme guerra, ils utilisent beaucoup. Enfin, Ah, la guerra, au lieu de bate, il y a un terme. Alors, un exemple pour vous non, mais il y a beaucoup de termes. Enfin, il y a moi, beaucoup de... Voilà, c'est une espèce de... On ne pourrait pas parler de bilinguisme, mais c'est quand même émaillé comme... il n'y a pas de bilinguisme. Non, enfin, si, il y a un bilinguisme, mais c'est différent. Enfin, il y a Oui, un oui, oui. bilinguisme maintenant parce que les gens parlent deux langues. Ouais. Après, il y a eu. Les emprunts se sont accrus dernièrement. Ah, Ils existent toujours, mais ils se sont accrus parce qu'il y a plus de bilinguisme, précisément. Ils sont plus, mais depuis le début, et surtout, en fait, euh, il y a eu un grand travail des franciscains euh, non seulement de description du Maya, parce que l'idéologie, en tout cas sur place dans la région où j'étais, c'était que l'évangélisation devait se faire dans la langue locale. Donc, il y a eu des descriptions, des artes, il y a eu des catéchismes, il y a tout un ensemble de traductions de textes chrétiens. Et pour ces traductions, il y a tout un ensemble de néologismes en maya qui ont été créés pour décrire voilà, les concepts chrétiens. Donc, il y a eu ce qu'on appelle, il y a William Hanks qui a fait un livre sur tout ce phénomène, donc de lengua reducida, hein. On réduit la langue, comme on réduit en fait les populations dans la réduction pour les évangéliser, on réduit la langue aussi donc, donc dans tout ce travail d'évangélisation est passé aussi par la langue et c'est pas resté confiné au domaine, un domaine qui serait plus proche de la religion catholique, puisqu'il y a une vraie, là pour le coup, hybridation aussi religieuse qui s'est créée. Et en fait, ce, toute cette ce nouvel vocabulaire et façon de parler de la religion, il a diffusé jusqu'au discours rituel chamanique. Enfin, il a vraiment imprégné à tel point qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées et que ça ne fait pas sens de séparer l'un de l'autre parce qu'ils vivent ensemble maintenant. bien sûr. Et même par rapport au futur prophétique dont je parlais, en fait, mon hypothèse, c'est que le sens de futur prophétique qu'a acquis cette marque, il est aussi lié à l'usage des franciscains
de cette forme de futur parce que eux, ils venaient avec un schéma de la temporalité justement par rapport à l'ancrage déictique, passé, présent, futur. Ils ont cherché du passé, ils ont cherché du présent, ils ont cherché du futur. Le futur, ils ont trouvé cette marque qui était en fait un prospectif, donc, mais ils l'ont identifié comme futur dans leur travail de traduction. Donc ensuite, quand ils ont traduit les futurs des textes religieux, qui étaient principalement des futurs apodictiques, ils ont utilisé systématiquement cette marque de futur. Et donc, ça contribue à cette cristallisation, en fait, du sens prophétique, qui vient à la fois de conceptions maya, en fait, de ce qu'est la futurité, la prophétie, mais aussi des conceptions embarquées par les missionnaires dans leur travail de traduction. Donc, c'est des processus assez vraiment complexes où il y a différents facteurs. Et pour donner deux exemples autres assez différents, là où pour nous, par exemple, les Mayas de la région où je travaille, qui ont cette histoire assez particulière, ils ont des phases historiques dans cette histoire récente qu'ils nomment avec des termes espagnols l'esclavitude, Ah oui. même si ça a un sens, il y a un terme en maya qui est palitzil, qu'on trouve dans les textes anciens, même dans les discours encore d'il y a quelques générations. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le terme esclavitude voilà, qui est celui qui indique, c'est comme une phase voilà, historique, c'est l'esclavitude. Donc, un moment, et d'ailleurs, un terme qui peut à la fois renvoyer au travail des Mayas dans les haciendas, où ils étaient dans une relation presque d'esclavage, effectivement, mais aussi à la sévérité en fait des leaders mayas à une époque qui avaient recours à des châtiments corporels, etc. Donc ça peut aller un peu dans les deux sens, mais c'est une période de peine en fait, de très grande peine. Et ensuite, il y a une alliance, enfin, il y a une sorte de trêve, enfin, ce que eux interprètent, parce qu'il y a aussi l'histoire mexicaine et l'histoire maya, qui ne sont pas pareilles, mais ce que les Mayas interprètent comme une trêve dans les relations belliqueuses, en fait, avec les Mexicains, que les Mexicains interprètent comme une histoire, mais pour les Mayas, c'est une trêve, et qu'ils appellent la libertad, Ok, et qui n'est pas positif pour eux. Enfin, c'est positif dans le sens où il n'y avait plus de guerre et on pouvait un peu circuler plus librement, mais en même temps, pour eux, c'est pas vraiment une défaite, mais on est dans un moment un peu voilà, d'émotion, hein. instable, voilà, qu'on aimerait, qu'on veut surpasser par une nouvelle conquête. Donc il y a des termes comme ça qui viennent de l'espagnol, mais qui sont définitoires pour les Mayas, et quand on parle en maya, de leur histoire. Après, il y a des termes, et bon, ça c'est pour une petite anecdote, dans un registre très très différent, justement d'intégration vraiment de vocabulaire dans le maya. Je parlais avec un ami et qui me disait, mais tu vois, les jeunes maintenant, ils utilisent serio. Mais il dit, mais serio, c'est tout ça en maya, hein. Il dit, serio, c'est l'espagnol. En maya, c'est posporo. Voilà, oui, Voilà, bon, ça, ça a à voir. Donc, il n'y a pas de F dans la phonologie maya, sauf dans les empreintes. Donc, c'est assimilé en P. Et voilà, donc il y a effectivement un ensemble de termes qui ne sont pas du tout identifiés comme qui sont des empreintes très anciennes. bien sûr. Et alors, Voilà. à part ta directrice de thèse, hein, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, qu'on voit que te mettre le pied à l'étrier, t'amener vers les Mayas, la grammaire ou les fictions, enfin voilà, il y a quelques paroles clés en français qu'elle t'a semées sur ton chemin. Donc, à part son rôle à elle, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce processus de conception, d'élaboration, d'écriture d'une thèse? Euh, je dirais plutôt qu'il y a des gens qui ont été importants dans ma formation en tant que chercheur à ce moment-là, juste avant, mais pas directement sur la thèse en fait. C'est-à-dire que moi, comme je disais, j'étais intégrée dans un projet avec deux chercheurs, enfin, juste avant, et j'ai continué à travailler avec eux. En fait, pendant la thèse, je continuais aussi à faire des enquêtes qu'on me demandait pour.
avec Scott Atran, qui est plutôt anthropologie cognitive. Donc, il y avait une approche très différente. Moi, je me suis démarquée avec ma thèse de ça. Mais bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, qui est devenu enfin, qui m'a formée aussi comme chercheur. Il y avait Jimena Lois, qui était une linguiste avec qui était sur le projet, donc sur le Maya Itza au Guatemala, et qui m'a un peu appris à faire de l'analyse linguistique d'une certaine façon, parce que enfin, j'avais fait quelques cours, j'avais suivi des cours en licence, mais ensuite ma formation, elle était vraiment, elle avait déjà une thèse, elle était chercheure, donc je me suis aussi formée avec elle, et voilà, ça m'a vraiment, oui, donné une structure aussi de description des langues. Et puis, dans le laboratoire où j'étais, donc ethnolinguistique amérindienne, il y avait Michel Launay, qui est un spécialiste du nahuatl, bon, il y a un grand linguiste dont j'avais suivi les cours. C'était une des personnes qui m'a inspirée pour travailler sur les langues amérindiennes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours de maya. Il n'y avait que de l'épigraphie maya, mais il n'y avait pas de cours de langue maya. Donc, j'avais suivi ces cours de nahuatl, et c'est quelqu'un de très inspirant qui dirigeait le labo. Donc, ça, et sa analyse de la grammaire prédicative, enfin, tout ça m'a beaucoup marqué aussi. Yolanda Bourou, enfin des gens comme ça qui m'inspiraient, mais qui n'ont pas lu ma thèse, enfin qui m'ont pas dirigé ou co-dirigé. C'était plutôt un environnement en fait académique qui, voilà, qui m'a construit. Et puis j'étais au laboratoire, et puis j'étais aussi, j'étais entre les deux, entre les linguistes et les ethnologues, enfin dans les deux milieux. Mm. Et oui, c'est ça, tu as reçu des influences de part et Mm. d'autre. Oui. Bon, j'imagine que malheureusement pour toi, tu as eu des difficultés. Euh, Malheureusement. Comme tout doctorant, je veux dire, c'est pas un chemin semé de roses, la thèse. Donc, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées toi, alors qui peuvent être spécifiques à ton sujet ou qui peuvent être générales, et quelles sont les Mm. solutions que tu as trouvées pour les dépasser? Je sais pas si j'ai eu beaucoup de difficultés, j'avoue. Si, bon, moi, je suis très résiliente, donc en général, j'oublie les problèmes. Donc, je me remémore plutôt des bonnes choses que des mauvaises, et j'ai une tendance à oublier ce qui ce qui va pas. Donc, c'est peut-être. Donc, voilà, là, c'est la construction de la mémoire personnelle et donc du collectif. Mais bon, c'est un long processus. Oui, je pense que j'ai fait beaucoup de terrain. J'adorais le terrain. Ah oui. J'ai fait, en fait, j'ai regardé là sur ma thèse, comment je dis que j'avais fait 2 ans et demi de terrain sur 50 thèses. Enfin, ouais, 5 ans à l'époque, en ethnologie, c'était un temps tout à fait normal de thèse. Ok. Voilà. Donc, j'ai quand même dû apprendre une langue, voilà, j'ai dû m'insérer dans une société complètement nouvelle qui était où c'était assez difficile d'entrer. Bon, tout ça c'est un long parcours. J'ai quand même recommencé un nouveau terrain pour la thèse, hein, c'était Oui, pas la oui, même oui. chose. Mais c'est ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain avec d'abord une anthropologie très large, une ethnographie plutôt, pardon, très large, et à la fois en faisant une ethnographie très large et une description linguistique, bon, plutôt de la temporalité, ce qui m'intéressait, mais avec beaucoup d'enregistrements, beaucoup de transcriptions, donc tout ça était long. Je pense que la difficulté, ça a été de resserrer à un moment, bah, de savoir qu'est-ce que j'allais écrire sur un thème aussi vaste, tout simplement. Enfin, et quand je suis rentrée en France aussi, j'ai été à terre en fait. J'ai eu une allocation au Mexique du CEMCA, du Centre d'études euh, sur le Mexique. Et donc pendant 2 ans, j'ai eu cette allocation. Donc là, j'étais sur le terrain. Ensuite, j'ai eu, je crois, un an de chômage. Et après, je suis devenue à terre, donc je donnais beaucoup de cours. Donc j'étais aussi un peu prise par les cours. Et donc, j'ai assez bien avancé sur la description de linguistique et les transcriptions, tout ce voilà, qui décrivait un peu le système temporel. J'ai avancé, mais après, voilà, j'hésitais. Je crois que j'ai eu un petit peu de mal à trouver la forme. Et je l'ai trouvé en lisant un livre, je crois, de Bauman, que j'ai retrouvé. Voilà, voilà. Story, Performance and Event, qui est un petit livre en fait, où il prend simplement des petits textes
enfin, des transcriptions, et à partir de là, il fait des analyses. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma forme, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait pour mes chapitres, j'ai choisi quelques transcriptions qui étaient euh, voilà, très, très évocatrices pour ce que je voulais démontrer. Et bon, j'ai toute une partie plus de description et d'analyse grammaticale, linguistique au début, mais ensuite, pour articuler justement ce qui est des aspects plutôt socioculturels et linguistiques, je suis vraiment partie des textes et ça m'a. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, ça allait. Mais je pense qu'il y a eu un moment là entre deux où c'était ça la difficulté principale. Ensuite, j'ai eu une autre difficulté qui est celle du secret. Puisqu'en fait, cette histoire qu'on me racontait, les locuteurs insistaient beaucoup, puisque la plupart se considéraient encore en guerre avec les Mexicains, dans une sorte de trêve. Ils insistaient beaucoup sur le fait qu'elle ne pouvait pas être divulguée aux Mexicains, Ah qu'il oui. fallait que c'était très bien de la raconter en France, puisqu'on était potentiellement des alliés. D'ailleurs, j'ai été au début prise pour une émissaire diplomatique de la France en recherche d'alliance ou de l'Angleterre, parce que mon mari était écossais, donc j'avais dit qu'il était anglais. Bon, il y a des histoires comme ça, un peu compliquées d'alliance internationale. Mais donc, il y avait la question de qu'est-ce que je pouvais voilà, dire et qu'est-ce que je ne pouvais pas dire. Ah oui, Qu'est-ce que je d'accord. pouvais rapporter Ouais. de ce qu'on m'avait narré. Donc, bon, j'avais la facilité d'une certaine façon d'être dans un pays étranger, d'écrire dans une langue étrangère à une époque où il n'y avait pas Internet comme maintenant et donc les choses pouvaient rester restreintes. Donc, ça m'a facilité en fait, l'écriture aussi, le choix et le fait de disposer. Mais c'est vrai que ça a été aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas publié tout de suite ma thèse. D'ailleurs, je n'ai pas publié. J'ai publié des articles et des choses, mais j'ai tourné beaucoup autour de cette histoire pendant longtemps. Donc Ouais. ça a été aussi une difficulté, voilà, une question éthique, un peu de qu'est-ce qu'on fait avec des témoignages qu'on peut donner à certains et pas à d'autres, dans un monde où moi j'avais quand même beaucoup de relations avec le Mexique aussi. Donc, ouais. Donc ça, c'était une autre difficulté. Par chance, j'ai pas eu de difficultés matérielles puisque j'avais eu la chance d'avoir cette allocation et ensuite d'enchaîner sur un poste d'alterne. Donc j'ai eu cette chance-là. Mm. Et, euh, et en fait, voilà, ça m'a aussi, j'étais vraiment dans cette idée aussi qu'il fallait, enfin, de professionnalisation du coup, et ça m'a aidé aussi à terminer la thèse. En fait, en gros, ma thèse, je l'ai écrite je ne devrais pas dire ça, mais je l'ai écrite en 6 mois. Enfin, j'avais beaucoup écrit avant, mais il y a un moment, j'ai vu qu'il y avait une date limite pour concourir au CNRS. À l'époque, il y avait des questions d'âge. Je me suis Ah dit, oui. voilà, il faut que je tente ma chance. Donc, j'ai couru, je me suis enfermée pendant 6 mois. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai tout écrit. Et voilà. Et j'ai gagné parce que je suis rentrée au CNRS. Eh ben, écoute, ça valait le coup de boucler ça. Donc, j'ai eu de la Alors, force. si je compte bien, 99, 2025, 2024, ça va faire un quart de siècle que tu as soutenu ta thèse. Oui. Alors, venons-en à la soutenance, justement. Quel souvenir est-ce que tu conserves de la soutenance et puis de la journée dans son entier? Ah, de la journée dans son entier. Tu vois, est-ce qu'il y a eu... parce que souvent, quand je dis, tu peux me parler de la soutenance, il y a des gens qui me Mm. disent, ah là là, avant, il m'est arrivé telle chose, ou après, il m'est arrivé telle chose. Donc, cette question, maintenant, je la modifie un petit peu en disant, bah, la soutenance proprement dite, est-ce que tu en as des souvenirs? Parce qu'il y en a certains pour qui c'est un blanc. Mm. Ils se souvenaient juste c'est un peu comme quand tu rentres au bloc, tu vois. Tu Mm. rentres au bloc, compter jusqu'à 5 et puis clac, tu dors à 2. Et puis un jour, tu te réveilles. Ou est-ce qu'au contraire, tu as des choses très précises et est-ce qu'il t'est arrivé des choses avant, après qui font partie de cette journée de souvenirs? Mm. Non, non, je m'en souviens, bon, pas. J'ai quelques souvenirs, mais enfin, je me souviens du moment, du lieu. C'était à Nanterre. Je ne sais plus dans quelle salle, mais il y avait des au rez-de-chaussée, il y avait des grandes verrières. Comme ça, ce n'était pas les salles de thèse actuelles, je pense. Je ne sais plus. J'avais des gens que j'estimais beaucoup dans le jury. Hein. Il y avait Bernard Potier, Michel Launay, justement, Yolanda Bourroux, Colette Greenwald, qui est une grande spécialiste de linguistique maya, et Anne-Christine Taylor, qui est une grande ethnologue, dont j'avais un très beau jury. Mm. Donc, c'était assez impressionnant. En plus, j'avais terminé ma thèse vraiment
sur les chapeaux de roue concourants. Donc, j'étais un peu, voilà, j'étais assez confiante sur certains aspects parce qu'après 2 ans et demi de terrain, comme je l'ai donné, tout ça, je les maîtrisais. La langue, je l'avais bien appris. Enfin, j'avais beaucoup de choses. Mais bon, après, les interprétations, les analyses, c'était un peu exploratoire aussi. Donc voilà, je me souviens que j'étais très comme ça, j'étais assez excitée. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'appréhension, je retiens plutôt un moment d'excitation. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'amis, de collègues, des chercheurs aussi qui étaient venus, donc je me sentais portée aussi. Voilà, T'étais donc émue? j'étais émue, mais j'avais envie de dire quelque chose, quoi. J'avais envie de soutenir ma thèse, je pense. D'accord. J'avais cette envie-là. Comme on dit en espagnol, la defensa. Ouais, ouais, oui, au sens donc j'avais préparé un texte d'ailleurs, je sais pas où il est, faudrait que je me souviens plus ce que c'était, mais j'étais plutôt enfin, j'étais heureuse d'en être, enfin, d'avoir abouti au moins en Ouais. quelque chose et à la soutenance. Donc ça, et puis j'étais accompagnée, il y avait mes parents, il y avait mon ami, enfin voilà, et puis il y avait il y avait un bon public et ces personnes qui étaient très impressionnantes sur moi, enfin pour moi dans le jury, mais dont certaines, je les connaissais quand même un peu. Et de quoi je me souviens que Michel Launay avait commencé par dire, quand il avait appris le thème de ma thèse, il avait eu très très peur, parce qu'il avait peur que je refasse Worf version fin de Mm. siècle, et qu'il avait été extrêmement soulagé de voir le résultat, et que j'avais trouvé autre chose, un autre chemin. Il ne s'agissait pas du tout de faire. Voilà. Donc ça, je me souviens. Et je me souviens aussi que Bernard Potier avait fait à la Potier une sorte de... Au lieu de commenter ma thèse, il avait repris mon analyse et il avait fait un schéma. Il s'était levé au tableau, il avait schématisé. Ah ouais. Voilà, une partie de mes descriptions, de mes arguments. Et après, les gens me disaient, ah, les gens ne se souvenaient pas du tout de ce que j'avais dit. Tout le monde me disait, qu'est-ce qu'il était génial, Bernard Potier. Même des gens qui n'étaient justement pas linguistes, les non, ceux qui n'étaient pas spécialistes avaient été émerveillés voilà, par sa démonstration. Donc ça, c'était quand même un moment assez émouvant. Donc non, non, c'était une journée, je pense que ça devait être en mars, il faisait froid, mais assez beau. Dans mon souvenir, je ne sais pas si c'est vrai, mais donc c'était plutôt un bon moment, Ça a été une année très particulière, enfin c'est vraiment une année où j'avais énormément travaillé, j'étais dans un corps, juste avant de terminer, de soutenir, j'avais enfin, préparé les dossiers pour le CNRS, enfin j'arrêtais pas en fait, j'étais vraiment dans une course, mais c'était une belle ponctuation. Voilà, j'étais heureuse Et d'avoir terminé. oui, ça c'est le grand soulagement voilà, c'est fait. On verra, mais c'est fait. Et alors, dans quelle mesure est-ce que tu as l'impression que la chercheuse et l'enseignante que tu es aujourd'hui continue d'être influencée par ce travail-là? Bah, en fait, je dois avouer que j'ai beaucoup continué sur ces thématiques. Voilà, donc j'ai fait d'autres projets, d'autres recherches parallèles, toujours en anthropologie linguistique, hein, toujours dans ce domaine-là. Certaines d'ailleurs plus linguistiques et d'autres, je dirais, plus ethnologiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment Voilà. Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, je viens voilà, de terminer un livre que j'édite sur la temporalité dans les pratiques rituelles. Enfin voilà, je suis vraiment restée, c'est vraiment voilà, le temps, comme on le sait depuis Saint-Augustin et en France, nous échappe. On croit le saisir et ça nous échappe tout le temps. Donc c'est une matière assez riche et c'est resté un de mes axes. Et même pour mon HDR, pour mon habilitation, j'ai repris enfin, j'ai repensé une partie des analyses que j'avais développées. Ah Pas oui, que j'avais initiées, j'ai reapprofondi. Donc, non, c'est pas du tout une thématique que j'ai abandonnée ou ça n'a pas été un jalon pour faire autre chose. Ça a été un jalon dans une recherche qui s'est poursuivie ensuite jusqu'à aujourd'hui. c'est ça. Alors, peut-être je suis un peu, enfin, je dois être lente à comprendre les choses, donc je suis encore sur ces histoires. De même que je suis restée attachée au même terrain, qu'il y a des ethnologues qui changent davantage. Moi, j'ai fait le choix
voilà, d'approfondir une connaissance et de suivre aussi les transformations, Et c'est ça, c'est ce que je surtout vais te qui dire. sont très, très marquées. En fait, c'est plutôt le terrain qui a changé. C'est pas moi qui ai changé de terrain, c'est le terrain qui n'a cessé de changer. Mm. Les villages mayas dans lesquels je travaille, c'est le même village essentiellement, font les mêmes villages où je vais, mais ils se sont beaucoup transformés. La région autour s'est complètement Eh oui. bouleversée en grande partie par le tourisme de masse autour. Enfin, donc ça aussi, ça accompagne une réflexion sur la temporalité, puisque bah, l'appréhension de la temporalité aussi sur le terrain change. Mm. Les façons de parler changent, donc c'est un peu ce que j'ai suivi. Donc non, je dois dire que j'ai poursuivi. Alors, tu vois, la question suivante, c'était est-ce que tu as relu ta thèse? Alors, tu as dit que tu l'as pas publiée, mais pour ton HDR, tu as dû quand même faire un rembobinage. Donc, est-ce Oui, que tu avais pris, quand tu as dû relire vraiment intensément, est-ce que tu as pris tu t'es rendu compte, avec peut-être un peu d'affection, de moquerie, d'autodérision, de enfin, le cap que tu avais franchi, tu vois, entre la jeune chercheuse un peu débutante, parce que quand on fait une thèse, d'accord, mais enfin, on est quand même un apprenti chercheur. Donc, mm. et est-ce que tu avais déjà pris de la distance, donc? En fait, ce qui s'est passé, bon, j'ai pas publié la thèse en tant que telle, mais j'ai publié des articles issus de chapitres, Oui, enfin, comme on fait toujours. Donc, il y a quand même des domaines que j'avais continué à explorer, d'autres non. Ensuite, oui, il y a certaines naïvetés dans l'ethnographie, dans les analyses, mais euh, non, je crois que c'était une phase de travail. Je pense qu'en fait, elle était voilà, elle avait l'ampleur qu'elle avait à ce moment-là, à mon estime, mais elle était schématique, peut-être. Dans la naïveté, plutôt d'être schématique, d'accord. mais en même temps, bon, pour une thèse, il faut être aussi un peu schématique. Ben oui, oui, oui. Et donc, C'est pas un essai non plus, hein. Mm. comment? Ça Oui, n'est pas non plus un essai, une thèse, hein. oui, oui, oui. Donc, elle était schématique, mais je pense que. Donc, voilà, elle était. Mais elle avait. Donc, non, mais Tu la j'ai eu trouves pas beaucoup si de mal mal. à l'accepter. J'ai eu. Enfin, je pensais qu'elle. J'ai l'impression que j'ai eu l'impression qu'elle était plus naïve qu'elle n'était. Ah, Pendant un certain temps, il y a des parties que je ne pouvais pas lire. J'avais pas envie de lire parce que je trouvais ça. Je me suis dit, oh là là. Enfin, et en fait, à la relecture. Ben, non, non, ça allait, enfin, ça allait, c'était un peu l'effet inverse. Alors peut-être que je suis un peu complaisante avec moi-même, je sais pas. Bon, il y en a que j'ai pas relu, hein, mais voilà. ah, il y a quand même une espèce de superstition de cette boîte-là, il vaut mieux pas que je le l'ouvre, c'est ça? Non, je crois que c'est aussi parce que j'ai pas eu l'occasion. Il y a des parties que j'ai relues parce que je voulais les retravailler. Ok, oui, c'est ça. Donc, Donc les autres, tu les as donc lus. ça, je les ai vraiment relus. Après, le reste, voilà, enfin, non, je n'ai pas spécialement relu, je pense. Mais il faudrait peut-être. Mais j'ai pas. Mais oui, j'ai surtout relu les parties que je voulais retravailler parce qu'il y avait beaucoup de données, il y avait des intuitions que j'ai reprises, que parfois ça allait pas, ou j'ai essayé d'avancer. Donc, ouais. Et alors, quand on a commencé cet entretien, c'était pas encore enregistré, tu m'as dit, bon, alors la thèse, je l'ai pas retrouvée, donc j'ai un vague PDF et tout. Alors, Ouais. est-ce que tu te rends compte, cette chose qui a été si importante dans ta vie, et en particulier les 6 derniers mois, euh, tu n'en as même pas d'exemplaire chez toi? Alors, moi, attends, c'est pas de l'ironie, hein, parce que moi, j'ai passé un long moment à la chercher, j'ai fini de la trouver au fin fond de la cave. Donc, c'est te dire. Donc, toi, tu peux dire, je n'ai pas l'exemplaire de ma thèse papier chez moi. Ben, si, je crois. Le pire, c'est que je pense que je l'ai, mais je sais pas où il est. Ou je l'ai amené à mon bureau, mais je sais pas. Là, donc, effectivement, je l'ai pas, mais je l'avais relu. Donc, j'ai quand même des PDF, des parties importantes, mais je sais plus où il est. Ouais, non, non, évidemment. En plus, je l'ai terminé tellement vite que j'étais consciente de beaucoup de limites du travail, hein. C'est pas, il y a des, moi,
Puis maintenant, je dirige des thèses, donc je sais ce que c'est qu'une thèse qu'on reprend, et c'est idéal qu'on a plusieurs mois pour relire, pour reprendre. Moi, ça, enfin, voilà, ça a été... donc, voilà, c'était pas l'aboutissement de ma vie. Après, j'aurais pu la reprendre tout de suite, mais je ne l'ai pas fait, effectivement. J'ai repris des chapitres. Mais non, j'ai pas sacralisé la vitesse Non. au point de l'avoir sur ma bibliothèque. Non. Ah bah, il y en a qui l'ont en bonne place. Ouais. Mais je comprends aussi, hein. Moi, je pense que on est quand même nombreux à la prendre comme un rite de passage, à un moment de Mm, notre vie, et puis après, voilà, on met ça en cale-porte ou en... mm. Bon. Alors, quels sont les conseils que tu donnes à de jeunes doctorants? Alors, j'ai pas des conseils, voilà, déjà clés en main. J'ai pas une liste de conseils que je donne à la personne qui vient de me voir. Mais je pense que mes conseils, toujours personnalisés, peut-être vont dans le sens de commencer par être ambitieux dans l'appréhension des phénomènes, c'est-à-dire d'avoir une vision large d'abord, pour Ouais, commencer. Donc d'être ouvert à, à l'inattendu aussi, très important. C'est quand même. Et, euh, et voilà, au feuilletage, surtout, moi je suis en anthropologie linguistique, hein, au feuilletage des différents types de phénomènes, d'expériences, de mots, de discours qu'on va avoir. Donc, de commencer par cette ouverture. Et puis après, il faut devenir modeste assez vite aussi. Et après, il faut choisir, il faut rester restreindre, il faut limiter. Mais je pense que je le ferais plutôt dans ce mouvement-là, c'est un peu plutôt dans ce sens-là. En général, les étudiants, les doctorants que j'ai font du terrain. Donc, sur le terrain, ils doivent apprendre, pratiquer une langue, ils doivent comprendre ce qui se passe de façon générale pour après mieux comprendre le particulier. Donc, mais en revanche, on ne peut pas être très général et aller dans tous les sens longtemps parce qu'après, on peut plus faire une thèse, puisqu'il faut choisir. Ensuite, on réduit, on fait un plan. Donc, peut-être ça, c'est un peu le conseil. Euh, le conseil général que je donne, pas du tout énoncé de cette façon-là, mais dans la façon que j'ai de, voilà, de les suivre, de les accompagner. Euh, ensuite, après, il y a des conseils très concrets du type de partager d'écrire assez rapidement, pour partager ce qu'on écrit, pas que avec la directrice de thèse, mais avec d'autres chercheurs et d'autres collègues et étudiants, de présenter dans des séminaires, enfin tout le travail en fait académique parallèle qui enrichit en fait la thèse et de ne pas faire une thèse dans son coin tout seul, mais au contraire très rapidement d'être en dialogue en fait avec la recherche en général actuelle. Donc ça, c'est peut-être aussi d'alterner justement des moments d'échange et des moments de réclusion. Je crois que c'est très important d'avoir des moments où on est dans des tunnels, enfin on est seul face et de dire aux étudiants enfin, que c'est un moment privilégié la thèse, c'est un moment à la fois de souffrance et de bonheur. Enfin, je pense qu'on est nombreux à dire ensuite qu'on n'a jamais retrouvé la même concentration qu'on a pu avoir durant la thèse. Et ça, il faut savoir en profiter. Il faut le valoriser. C'est pas facile. Quand on fait la thèse, on s'en rend pas compte, en fait. Mais c'est vraiment un moment exceptionnel où pendant des années, on va être plongé sur un projet de recherche. Après, on va être dans 1000 projets différents, jamais avec la même temporalité et donc ça, je pense que c'est quelque chose c'est bien C'est difficile d'en prendre la mesure quand on est plongé dans la thèse, mais c'est vrai. Donc il faut aussi savoir savoir en profiter donc ça, c'est tu vois, plutôt ce qu'on appelle un retour d'expérience. t'es la Comment? première à donner ce conseil-là. Mm. Dans tous ceux que j'ai interviewés, tu es la première qui dit
En gros, profitez-en, quoi. Parce que c'est un temps un peu suspendu, c'est vrai. Après, et les obligations, ne serait-ce que familiales, Ouais, professionnelles, etc. ouais. Voilà, il y Mm. a la charge mentale qu'on a moins quand même quand on fait la thèse. Ouais. Et puis il y a quelque chose de très excitant quand même. Enfin, si on est en plus, les thèses dans les domaines où on est, on les fait parce qu'on aime ça. Enfin, je veux dire parce qu'on est passionné. Sinon, il y a c'est quand même un peu difficile. Et puis le futur n'est pas rose. Donc, il y a cette excitation voilà, qu'il faut savourer, quoi. Mm. Et dont il faut profiter. Alors, pour finir, est-ce que tu peux prendre ton PDF, Ah nous lire oui. la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire? Ben, le commentaire, je crois que je vous l'ai déjà fait. Tu vas voir, j'étais moi-même surprise de ma première phrase de thèse. Ah oui? Oui, j'ai complètement oublié. Mais elle est toute simple, hein, mais cette étude s'attache à comprendre la façon dont les Mayas yucatèques, habitants de la péninsule du Yucatan, Mexique, expriment dans leur langue leur expérience de la temporalité. Bon, bah là, les choses sont claires, précises, nettes. Voilà, pas de fioriture là. Donc, c'est clair. Alors, si tu devais recommencer, enfin, refaire ta thèse, tu Oui. commencerais avec cette phrase ou... Bon, en fait, c'est pas mal, hein, je trouve. Ça, enfin, à mon avis, elle m'a été un peu soufflée par ma directrice de thèse. Ouais, j'en sais rien. Mais bon, j'avais une écriture dans la thèse. Ensuite, je suis devenue un peu alambiquée. Je crois que j'avais parfois une écriture très directe, comme ça, un peu simple, qui est pas mal. Peut-être je devrais relire ma thèse pour m'inspirer de mon Ah, tu vois, c'est écriture. intéressant parce que moi, j'avais une écriture dans la thèse alambiquée au possible, etc. Et j'ai Ouais. l'impression qu'en vieillissant, je simplifie. Toi, c'est l'inverse. Tu étais direct, clair, et Un peu maintenant... les deux, je pense. Après, moi, j'ai le défaut de vouloir dire trop de choses. Donc, Ah, après, ça complique. Et plus on apprend, ben, plus on pense à des choses en même temps. Et, voilà. Donc, bon, après, Et donc, à ce moment-là, c'était aussi lié, je pense, à la brièveté du temps que j'avais pour écrire. oui. J'ai été dans l'efficacité, quoi. J'ai été dans le enfin, j'ai beaucoup tourné, ça ne veut pas du tout dire que j'ai pas tourné en rond, hein. J'ai tourné en rond, mais quand j'ai dû écrire, comme j'avais peu de mois pour écrire, ben voilà, donc bon, je suis pas sûre que ce soit à recommander, ça dépend beaucoup des personnes et de la conjoncture et cetera. Mais à un moment, si on a j'ai eu la chance, enfin, j'ai choisi de prendre, 4 mois enfin, de faire rien d'autre. J'avais les conditions matérielles pour voilà, être plongée là-dedans pendant un certain temps, j'ai fait ça. Et je pense que ça a joué sur aussi une écriture très directe, assez directe, et c'est pas mal. Oui. Ouais. Plutôt informatif, fallait que tu dises rapidement, précisément ce que tu avais à dire, oui. Ouais, 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 donc, Eh bien, écoute, Valentina, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci. bon, merci à toi. C'était un moment agréable de souvenir.